Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le dimanche 15 juin 2025, épisode 324, en direct de l'Indre. C'est la fête des pères, donc on n'oublie pas. Moi ce matin, on me l'a souhaité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, Badbox 2.0. Plus d'1 million d'appareils compromis. Le FBI alerte sur un botnet à grande échelle. Thomasville, en Caroline du Nord, et le circuit judiciaire d'Ogechi, en Géorgie, visés par des cyberattaques. Les services municipaux et judiciaires ont été perturbés. Paraguay, 7,4 millions de données citoyennes en fuite sur le dark web, des archives issues de plusieurs agences nationales ont été publiées par un groupe se revendiquant comme le Cyber PMC. Apple confirme l'exploitation active de la CVE 2025-43200 dans Message. Une faille zéro-clic exploitée par le spyware Graphite de Paragon a visé au moins 2 journalistes européens via iCloudLink. La vulnérabilité a été corrigée dans iOS 18.3.1. Escalade cyber dans le conflit Israël-Iran, risque de débordement sur les États-Unis. Des experts anticipent une intensification des cyberattaques destructrices. CVE 2024 38824, vulnérabilité SaltStack dans Apache HTTP Server. Une faille de traversée de répertoire dans la méthode RCV File permet l'écriture de fichiers arbitraires. Et enfin, la CVE 29902, exécution de code à distance critique dans Apache HTTP Server. CVSS 10, bien entendu. Vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocesseur.org. L'information provient de CIS Security qui reprend une alerte du FBI. Le FBI signale une campagne massive de compromission baptisée Badbox 2.0. Plus d'1 million d'appareils connectés ont été infectés, incluant des téléviseurs intelligents, des tablettes Android, des projecteurs et des boîtiers de streaming. Le malware est souvent préinstallé dans le firmware de l'appareil ou introduit via des applications compromises téléchargées lors de la configuration initiale, depuis des stores tiers ou parfois depuis Google Play. Une fois en place, Badbox 2.0 connecte l'équipement à des serveurs de command and control. Il permet notamment l'utilisation de proxys résidentiels, la fraude publicitaire par clic en arrière-plan et des attaques de credential stuffing via des adresses IP domestiques. Le malware cible principalement des appareils Android non certifiés Play Protect utilisant l'AOSP et selon Human Security, plus d'1 million d'équipements étaient compromis en mars 2025, répartis sur plus de 222 pays. Les taux d'infection les plus élevés sont enregistrés au Brésil, aux États-Unis, au Mexique et en Argentine. Une tentative du démantèlement menée par Human, Google, Trend Micro et d'autres partenaires a permis d'empêcher 500 000 appareils infectés d'atteindre les serveurs de commande. Cependant, la campagne persiste alimentée par la vente continue du dispositif vulnérable. Les signes d'infection incluent des boutiques d'applications tierces préinstallées, la désactivation de Google Play Protect, des promesses d'accès gratuit à du contenu en streaming, des fabricants inconnus, des trafics réseau inhabituels. Alors je vais partager avec vous une expérience que j'ai vécue. J'ai acheté sur AliExpress un mini PC, un i9. Alors si vous allez voir, j'ai acheté un i9, 32 Go de RAM, jusque-là, bon ok, sympa, 1 Tera de disque dur en SSD pour 190 euros. Ouais, 190 euros, un i9, hein. Je reçois le PC, je le démarre, il démarre sous Windows 11. J'ai bien un i9, j'ai bien 32 Go de RAM. Bon, vous connaissez le personnage, donc je vais dans le BIOS et là, je découvre un BIOS qui est complètement fermé. Il manque des options toutes simples, comme en booter sur de l'USB. Il vous force à redémarrer sur une image préinstallée dans une RAM. Donc vous ne pouvez pas choisir de réinstaller un Windows 11 que vous choisissiez à l'origine. Et je commence à aller un peu plus loin. Puis je dis, bah, tiens, je vais resetter le BIOS parce qu'il y a la possibilité de resetter le BIOS. Donc je reset le BIOS et je découvre un processeur Intel d'entrée de gamme, un N, un N2960, quoi. Surtout, je découvre que j'ai que 8 Go de RAM et le reste, c'est de la mémoire qui est utilisée dans le swap, quoi, via le disque SSD. Et c'est une formidable escroquerie. Alors jusque-là, je me dis, bon, je me suis fait escroquer, j'ai perdu 190 euros. Je suis un peu énervé, donc j'essaie de contacter le vendeur. Et le vendeur va me proposer une ristourne de 70 euros tout de suite, immédiatement, premier mail. Il me dit, bah écoutez, vous les payez 190, on vous fait une ristourne de 70 euros et puis vous gardez l'équipement. Évidemment, je refuse, je demande le remboursement. J'ai payé via PayPal et je demande à PayPal donc de bloquer la transaction. Mais vu que quand vous passez par AliExpress, il ne faut jamais faire ça. Parce qu'AliExpress vous dit, bah, c'est plus chez nous le conflit, vous l'avez entre PayPal et le vendeur. Le vendeur ne donnera plus aucune suite. Et surtout, j'ai fait le forensic du PC, parce que c'était ça qui était intéressant.
Le BIOS est truffé de malware. Ça contacte du C2 à tour de bras. C'est exactement ce que je viens de vous décrire dans l'alerte. Donc, ça touche n'importe qui. J'ai eu de la chance, moi je l'ai utilisé uniquement pour faire du web, entre guillemets, non sensible, pas de compte bancaire, pas de comment dire? D'ouverture de KeePass et cetera. C'est une machine que je m'en sers pour faire de l'invest et ça m'a été très bien. Mais soyez prudents. The Record a publié un article sur le fait que deux administrations publiques aux États-Unis font face à des perturbations liées à des cyberattaques. La ville de Thomasville, en Caroline du Nord, a annoncé que plusieurs de ses systèmes municipaux sont hors service suite à une cyberattaque. Les services essentiels restent disponibles, mais l'ampleur de la compromission reste à déterminer. La ville collabore bien entendu avec une société de cybersécurité pour évaluer les impacts. L'incident a été signalé aux autorités fédérales et de l'État. La législation de la Caroline du Nord interdit aux entités publiques de payer des rançons en cas de ransomware. Dans l'État voisin de Géorgie, le bureau du procureur du circuit judiciaire d'Oshegi est également touché. L'attaque a commencé mardi matin et entraîne des coupures téléphoniques et Internet. L'administration couvre 4 comtés totalisant environ 180 000 habitants. Plusieurs bureaux seront fermés pendant au moins 5 jours. Le personnel est limité dans sa capacité à consulter les courriels et à comparaître au tribunal. Cette décision. Alors, il faut savoir que selon un communiqué, le précédent procureur n'avait pas mis d'œuvre le système de sauvegarde recommandé. C'est génial, ça balance direct là. Invoquant des contraintes budgétaires, l'actuel procureur, Robert Busby, a priorisé la cybersécurité en fin d'année 2024. Cette décision a permis une détection en temps réel de l'intrusion et une intervention rapide avant toute compromission majeure. C'est bizarre, hein? Tant qu'on n'a pas le feu dans la maison, personne n'installe d'extincteur ni de système de détection. Par contre, après, il n'y a plus de problème de budget. Ça vous rappelle pas quelque chose? Les chercheurs de Air Security ont identifié une fuite de données massive concernant 7,4 millions de citoyens du Paraguay. Les informations personnelles ont été publiées sur plusieurs forums clandestins, incluant des archives zip et un fichier torrent diffusé via des réseaux peer-to-peer. Cette méthode avait déjà été utilisée par le groupe Logbit 3.0. La fuite concerne des données exfiltrées de plusieurs systèmes gouvernementaux, dont l'Agence nationale de la circulation et de la sécurité routière, le ministère de la Santé publique et un système non identifié. Le groupe à l'origine de l'attaque se présente comme une entité mercenaire baptisée Cyber PMC et a exigé une rançon de 7,4 millions de dollars, soit 1 dollar par citoyen. Le gouvernement du Paraguay a refusé de payer la rançon. L'origine de la compromission n'a pas été précisée. Quelques jours avant la publication de la fuite, le compte Twitter du président paraguayen a été compromis. L'incident fait suite à plusieurs brèches récentes. Depuis 2025, la justice électorale paraguayenne a exposé des données de plus de 7 millions de personnes. Une autre compromission a affecté le ministère des Finances, la Banque centrale et Itaipu, divulguant des fichiers sensibles sur les salaires et les identifiants d'agents publics. En 2023, la police nationale avait également subi une fuite de données relative à des détenus. L'auteur principal est soupçonné d'être impliqué dans d'autres fuites en Amérique du Sud, notamment en Bolivie, au Venezuela et en Équateur. Ray Security évoque la possibilité d'opérations de renseignement dissimulées derrière ces activités cybercriminelles. Le groupe Flax Typhoon, lié à l'État chinois, avait infiltré des systèmes paraguayens en 2024, selon un communiqué conjoint du gouvernement paraguayen et l'ambassade des États-Unis. Aucune fuite de données n'avait été rapportée dans ce cas, et Ross Security rappelle que le Paraguay est le seul pays sud-américain à reconnaître l'indépendance de Taïwan. Alors la source de cet article, c'est Security Affairs. Il n'y a pas beaucoup de liens derrière, mais c'est intéressant. Apple a confirmé qu'une vulnérabilité dans son application Message a été exploitée activement pour cibler des journalistes à l'aide du spyware Graphite développé par Paragon. La faille, identifiée comme la CVE 2025-43200, a été corrigée le 10 février 2025 via la mise à jour de iOS 18.3.1 ainsi que sur iPad OS, macOS Sequoia, macOS Sonoma, macOS Ventura, WatchOS et VisionOS. Apple indique qu'un problème de logique survenait lors du traitement de photos ou de vidéos malveillantes partagées via un lien iCloud. L'entreprise a précisé que cette vulnérabilité avait été utilisée dans des attaques ciblées sophistiquées. Le Citizen Lab a confirmé que Graphite avait été utilisé contre au moins 2 journalistes en Europe. Des preuves médico-légales montrent que les iPhones, alors quand on parle de preuves médico-légales, on parle de forensics, montrent que les iPhones compromis communiquaient avec le même serveur de spyware. Apple avait discrètement alerté les victimes plus tôt dans l'année. Le 29 avril 2025, Apple a notifié certains utilisateurs d'iOS d'une tentative d'infection. L'analyse
a révélé que 2 journalistes, dont Ciro Pellegrino, avaient été ciblés par le même opérateur via un exploit sans interaction. Vous voyez, vous avez un iPhone, quand on décide de vous attaquer, quand on utilise ce type de vulnérabilité, on n'a pas besoin que vous ouvriez votre téléphone, on n'a pas besoin que vous répondiez à un message. Il n'y a aucune interaction de votre part. Et Paragon a par ailleurs accusé le gouvernement italien d'avoir refusé sa proposition d'aide pour enquêter sur l'usage abusif de son outil. La société a annoncé la rupture de ses contrats avec l'Italie, marquant la première fois qu'un éditeur de spyware coupe publiquement ses liens avec un client pour ce motif. The Register a publié un article sur le conflit militaire entre Israël et l'Iran qui s'accompagne d'opérations cyberoffensives menées par les deux États. Selon plusieurs experts, une intensification des cyberattaques est attendue, notamment à la suite des frappes israéliennes du 13 juin visant des sites nucléaires et de commandants iraniens. Michael Daniel, ancien conseiller à la Maison-Blanche, indique que les deux pays disposent de capacités avancées allant du déni de service, les fameux DOS, à des attaques destructrices du type Wiper. Il souligne l'usage systématique de cyberopérations pour la reconnaissance et l'espionnage. John Hultquist, analyste chez Google, précise que l'Iran cible déjà les institutions américaines, mais que les infrastructures critiques privées pourraient également être visées. L'historique des actions menées par le Cyber Avenger de 2023, alors ils ont copié l'écriture exacte et Cyber AV3 Avenger. Donc ça fait Cyber Avengers en 2023 démontre que la capacité de l'Iran à infiltrer des systèmes de gestion de l'eau et du carburant, principalement via des identifiants par défaut sur des équipements connectés, l'absence d'exploitation active à l'époque est attribuée à un manque de compréhension des accès obtenus, et pour Annie Fixler de la Foundation for Defense of Democracies, estime que la perte de généraux et d'installations militaires pourrait encourager l'Iran à activer de nouveaux opérateurs pour cibler des entités en Israël et aux États-Unis. Elle met en garde contre la vulnérabilité particulière des petites structures critiques américaines, et Tom Killerman, ancien conseiller présidentiel en cybersécurité, prévoit l'usage d'effaceurs de données de ransomware du type NotPetya par les groupes Cyber Avenger, Iranian Cyber Army, visant les secteurs de l'eau, de l'électricité et des transports. Des liens avec la Russie et la Chine sont également évoqués. En cas d'implication directe des États-Unis, une participation cyberoffensive de ses alliés de l'Iran est jugée probable, notamment si des frappes affectent les intérêts énergétiques chinois. Donc si vous faites de la CTI et vous faites de la géopolitique, je vous recommande fortement cet article de The Register, c'est une bonne base de début pour vos investigations. Une vulnérabilité de type traversée de répertoire, identifiée comme la CVE 2024-38824, affecte le serveur HTTP Apache utilisé dans le projet SaltStack. La faille réside dans la méthode ReceiveFile et permet l'écriture arbitraire de fichiers dans le répertoire de cache principal du maître. La vulnérabilité est exploitable à distance. Elle a été publiée le 13 juin 2025 et présente un score CVSS de 9.6. Le score d'impact est de 5.8 avec une exploitabilité évaluée à 3.1. Les versions concernées sont documentées dans les notes de publication du projet SALT pour les versions 3006.12 et 3007.4. Et enfin, la CVE 2025-29902 est une vulnérabilité critique affectant aussi le serveur Apache. Elle permet l'exécution de codes arbitraires à distance par des utilisateurs non autorisés sur une machine haute. Le score CVSS est de 10, donc on est au maximum. La faille est exploitable à distance avec un score d'impact de 6 et une exploitabilité de 3.9. Cette vulnérabilité a été publiée le 13 juin 2025. Aucun produit affecté n'est encore spécifiquement listé. L'avis de sécurité est disponible sur le site du PSORT Bosch sous la référence Bosch SA 99 2447. Je vous ai fait un article sur LinkedIn. Je l'ai vulgarisé parce que ça va plus loin. Quand on fait un peu de recherche et d'investigation, vous allez voir la différence. Quand vous regardez sur le site de CVE Feed, vous n'avez aucun produit. Et quand vous creusez, vous allez voir, j'ai trouvé les produits qui étaient associés à cette vulnérabilité. Je vous laisse lire. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, cet article de Radio Cesseur du dimanche 15 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Si vous avez encore votre papa, il faut l'appeler, il faut lui souhaiter une bonne fête, ça lui fera très plaisir. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vais profiter enfin que la canicule soit partie. Je vais mettre de l'étanchéité maintenant. Prenez soin de vous.
À très bientôt sur Radio Cessert. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, surtout si vous avez de la pâche. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Au revoir.